cours d'une démarche scientifique, il a souhaité doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution et qui aura pour particularité notamment c'est de ramener les 26 provinces de la République démocratique du Congo en 6 régions, mais aussi de ramener le mandat du chef d'État en mandat unique de 9 ans, mais aussi l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Une démarche purement scientifique selon son auteur qui estime que ça pourra consolider l'autorité de l'État, mais aussi renforcer, préserver l'intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, nous les recevons sur ces plateaux. Il s'appelle le professeur émérite Isidore Ndaïwel Eziem. Puisque c'est de lui que nous parlons, il est historien congolais de grand renom. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité et surtout de cette réflexion qu'il a mise à la place publique pour que l'élite congolaise puisse en débattre. Il est auteur de plusieurs œuvres, puisque j'ai dit qu'il est historien, notamment l'histoire générale du Congo, le Congo dans l'ouragan de l'histoire, mais aussi l'audace de dresser le front pour un autre Congo. Là, c'est l'essentiel de quelques œuvres que j'ai épinglées pour vous, afin que vous puissiez mieux comprendre la personne. Professeur, soyez les bienvenus sur mon plateau. Merci. Merci de l'accueil. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remettre la parole. Vous avez mis en place ou encore partagé votre réflexion par rapport à une nouvelle constitution que vous aimeriez pour la République démocratique du Congo, qui pratiquement a suscité beaucoup de remous. Les gens ont réagi à tort ou à raison. C'est l'occasion de votre visite sur notre plateau. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette réflexion pour que la population comprenne mieux? Bien, merci de cette opportunité. En fait, comme vous l'avez dit, ceci est la résultante d'une longue réflexion. Mais pourquoi j'ai été amené à la présenter, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Pour tout vous dire, j'ai été interpellé par la visite du pape. Et j'ai retenu une phrase du pape que j'ai reproduite dans le texte de la Constitution. Le pape nous a dit ceci: « Votre pays est vraiment un diamant de la création. Courage, frères et sœurs congolais, relève-toi. Reprends dans tes mains ce que tu es. Ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. » Voilà, ça m'a poussé disons, à communiquer un travail que j'ai fait depuis longtemps. Donc, j'ai donc, pour tout dire, fait publier dans cette revue qui s'appelle donc Congo-Afrique, le texte. Donc, c'est sorti sur le numéro du mois d'avril et du mois de mai. La conférence, en fait, a consisté simplement à donner un peu le résumé de cela. Donc, la première des choses était de dire que si on veut approfondir la situation, il vaut mieux, si on peut se donner un peu de temps de lecture, de le faire. J'ai fait cette présentation sous ce titre, du territoire en quête d'État à un État maître du territoire. Parce que ma problématique est celle-là. Je considère qu'en 60 ans d'indépendance, 6 décennies, notre grand problème est que nous n'arrivons pas à gérer notre espace. Nous n'arrivons pas à gérer nos ressources. Et que ce problème est tellement fondamental que ça risque de nous amener à des choses, je dirais, non prévues, non programmées et non souhaitées. Alors, j'ai fait ça sous forme de PowerPoint, je vais aller très vite. Je vous en prie. D'abord, j'ai dit pourquoi, en préambule, pourquoi il s'agit, comme je l'ai dit, un plaidoyer de bonne volonté. De bonne volonté, je vous ai dit pourquoi. Ce plaidoyer de bonne volonté est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'il y a une politisation à outrance de la vie nationale, consommant la majeure partie et du revenu national et des énergies humaines disponibles. Il y a aussi un abandon
plus que manifeste de l'intérêt commun, est une banalisation de la violence. Mais de notre côté, au positif, notre peuple vit une quête effrénée de l'État. On parle beaucoup, on fait beaucoup appel à l'État. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très positif et très frappant. Autre chose, ces derniers temps, des gens parlent beaucoup du changement. On voudrait vivre dans un Congo prospère, un Congo solidaire et un pays de justice. On parle même de changement de narratif et de paradigme. Certains font même appel à la révolution, mais je dois ici préciser que la révolution, c'est un terme qui nous vient de l'astronomie, qui veut dire en fait faire le tour, comme la Terre fait le tour autour du Soleil. Donc faire en sorte que lorsqu'on regarde un document comme celui-ci, il y a l'envers et l'endroit, que l'endroit devient l'envers et l'envers est l'endroit. Et donc, c'est essentiellement une question de réflexion, de pensée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la révolution copernicienne, la révolution par la pensée. Je me dis, je crois que notre pays est arrivé à un niveau où il faut une pensée forte. J'ai constaté aussi qu'il y a des questions urgentes qui ne peuvent se résoudre en urgence. La question, par exemple, de la balkanisation du pays, c'est très difficile de dire qu'il suffit de le décider, ça se fait. Il faut donc tout un travail. La question de la guerre économique qui nous est imposée, la question des conséquences, la question du mal congolais, la question de créer un État fort, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire en quelques mots, en quelques temps. Je vais juste vous présenter les préalables. Ensuite, je sais que vos questions m'amèneront à répondre au reste. En effet. N'est-ce pas? Alors, j'avais mis ici quelques réflexions que j'estimais pertinentes, qu'on a le temps de lire. Pour aller de l'avant, ce n'est pas la décision ni la détermination qui manquent aux Congolais, mais la perspective adéquate de l'itinéraire parcouru du lieu où l'on se trouve sur cette longue route. Professeur Elikia Mbokolo qui a fait cette réflexion. Et le professeur Léon de Saint-Moulin faisait remarquer que la démocratie qu'on attendait au Congo est une réorganisation du pays en fonction des intérêts et de la promotion de la population, plutôt qu'une démocratisation à l'occidental garantissant surtout à ceux qui investissent sécurité et liberté. Donc concrètement, la réflexion doit nous amener d'abord à nous décider à sortir définitivement de la logique de la sous-traitance. Sous-traitance politique, économique, militaire, voire sous-traitance constitutionnelle. Et se décider à affronter des réformes audacieuses en matière de gouvernance et de savoir-être. Mais aussi avoir quelques informations sur les questions fondamentales. Quelle est exactement l'histoire de notre aménagement du territoire? Là, c'est long à expliquer, on pourra y revenir. Et j'ai mis des cartes, et on peut aussi dire quels sont les acquis de notre histoire constitutionnelle. Ça aussi, il y a toute une série de choses qu'il faut avoir en tête avant de discuter de ces questions. Donc, ce que j'ai présenté ici, c'est en fait la constitution de la CNS. La constitution de la CNS, c'est quelque chose qui a été élaboré depuis 30 ans et que nous avons laissé à l'abandon depuis que voilà, notre histoire a été recyclée autrement. Parce qu'en 1996, oui, nous en étions pratiquement à terminer un cycle long de la conférence nationale et du Haut Conseil de la République. On aurait dû aller aux élections, on n'a pas pu parce qu'il y a eu l'AFDEL. Bon. Donc j'ai dit, voilà, nous avons un texte qui existe.
il y a une certaine légitimité à se baser là-dessus pour une réflexion en profondeur, parce que ça a été fait il y a 30 ans par une classe intellectuelle importante qui n'est pas la nôtre, mais qui n'est plus là. Mais nous devons conserver leur mémoire. Et puis ce texte a été conservé, il est disponible et je l'ai fait publier en 2002, mais pratiquement notre population semble ignorer totalement l'existence de ce document. Donc j'ai voulu le mettre à l'avant-plan. Deuxième chose, moi-même j'ai fait quelques réflexions sur le problème de l'avenir du pays dans cet ouvrage La saison sèche et pluvieuse qui a été publié à Saint-Paul en 2016, n'est-ce pas? Et qui a été republié à Paris en 2017 pour que la diaspora puisse prendre connaissance de ces éléments. Et là, justement, j'ai fait une série de réflexions qui sont exactement les éléments sur lesquels nous revenons aujourd'hui. Donc, c'est dire que c'est des réflexions anciennes, recyclées, parce que, comme je l'ai dit, je me suis rendu compte que nous arrivons à la croisée des chemins. Il y a beaucoup de problèmes. Il est intéressant, puisque nous sommes maintenant au dernier trimestre de ce quinquennat, que bientôt nous allons aux élections. Il est temps de réfléchir sur l'après-élection. Qu'est-ce qu'on devient après les élections? Quelle direction prendre? Moi, je suis d'avis qu'après les élections, vraiment, il faut réfléchir sur la réorganisation de notre société et de notre pays. Parce que si on continue comme ça, on a beau imaginer que ce qui ne va pas, c'est la faute d'un tel et d'un tel. Il suffit que tel arrive au pouvoir, tout ira bien. Je pense qu'on se trompe. C'est bon de le dire, mais pour les gens de la réflexion, on sait qu'il y a des problèmes plus fondamentaux qui font que, quels que soient les dirigeants qui sont en place, on va arriver, n'est-ce pas, à vivre les mêmes difficultés. Voilà ce que je peux dire en introduction. Merci, professeur Isidore Ndayoel, Eziem, surtout pour ces résumés plutôt encourageants et rassurants. Pourquoi vous avez laissé planer des inquiétudes au lendemain de votre sortie médiatique le 19 août? Que s'est passé? Bon, c'est normal dans un certain sens parce que j'ai fait une conférence devant 600 personnes. Ça a été relayé. Beaucoup de gens l'ont suivi. Moi, ce que je veux, c'est le débat. Je ne prétends pas détenir la science infuse. D'abord, je rappelle que je ne suis pas constitutionnaliste ni juriste. Je donne de la matière en disant, voilà, on peut peut-être réfléchir dans cette orientation. J'ai voulu que les gens s'expriment. Et je savais très bien qu'en un premier temps, il fallait laisser les gens s'exprimer. Je dois quand même m'étonner qu'on ait été jusqu'à des insultes. Ça m'a étonné parce que... Et c'est justement parce que la population n'avait pas bien cerné la question. Donc, revenons à des orientations que vous avez proposées, par exemple. Oui, moi je veux bien, mais vous savez, les Congolais savent aussi que ça fait 50 ans, plus de 50 ans, que je suis, je dirais presque l'élève de l'histoire du Congo. J'étudie, j'observe. Ce n'est pas la première fois que je me permets d'émettre un avis. Donc, je croyais que je pouvais mériter ne fût-ce qu'un minimum d'écoute. Moi, je pense plutôt que c'est la spéculation qui a pris place à des bonnes explications. Voilà pourquoi vous êtes là. Nous allons y arriver, bien sûr. D'accord. Oui, parlons des orientations. Vous proposez un mandat unique de 9 ans. Et surtout cela, c'est fait à la veille des élections. On est à 3 mois des élections de 2023. Ouais. Ne pensez-vous pas que ça, c'est pour éveiller un peu les sensibilités dans les pays? Moi, j'ai envie de vous dire tout de suite qu'on peut oublier ça. Ce n'est pas ça le fondamental des démarches. On peut même l'oublier parce que notre société est très politisée
Et on a retenu de tout ce que j'ai dit uniquement cela. Mais cela ne m'empêche pas de l'expliquer. Je l'explique. Vous en prie. Ce que j'ai voulu dire, c'est ceci. Nous vivons l'expérience des mandats de 5 ans. Nous avions commencé par 7 ans, avec 5 ans, 7 ans, avec Mobutu, on est revenu sur 5. Parce qu'évidemment, nous suivons. On dit en France qu'on vit du septennat. Au Congo, nous pratiquons le septennat. Jusque Chirac, qui a connu un septennat, et puis après il est passé au quinquennat. Nous suivons le quinquennat. Donc, nous sommes dans la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure, nous vivons de la sous-traitance. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur quelque chose qui correspond à notre situation? Dans la mesure où, lorsque nous mettons en place les élections, au lendemain des élections, nous continuons à penser aux élections parce qu'on doit se préparer pour les 5 ans après. Exactement. Ceux qui n'ont pas été élus ne pensent qu'à leur élection. Ceux qui l'ont été, s'ils pensent à diriger effectivement le pays, 50%, mais les 50 autres pourcents, c'est comment faire pour rester en place. Alors je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système à mandat unique? Alors, dans mes écrits antérieurs, j'avais pensé que ce mandat unique pouvait être de 8 ans. C'est-à-dire le septennat avec 1 an. Bon. Récemment, j'ai dit 9 ans. Pourquoi? Parce que, et c'est écrit, c'est expliqué, parce que 9 ans, mais ça je peux montrer vite, 9 ans, parce que, voilà, je pensais que on peut aller à un système comme celui-là, les élections législatives régionales. Dans la terminologie ici, régionale, ça veut dire les 6 régions plus la ville de Kinshasa, 5 ans renouvelables une fois. Les législatives nationales, 7 ans renouvelables une fois. Alors, présidentielle, 9 ans parce que je voulais que chaque fois il y a un écart de 2 ans pour que les élections ne se déroulent pas au même moment. Et que notre CENI ait le temps de se concentrer sur une élection bien faite. Et nous tous concentrés là-dessus. 2 ans après, une autre bien faite, et puis une autre après. C'était dans ce sens. Mais si cela nous fait penser... Non, mais c'est une belle réflexion. Oui. Une belle réflexion, mais pourquoi maintenant, à la veille des élections de 2023? Mais moi, je vais vous dire, mais pourquoi pas? J'ai fait une réflexion globale. Pourquoi je dis, comme je viens de le dire, parlons de tout sauf de ça. J'ai fait une réflexion globale. Et cette réflexion globale, elle n'est pas neuve. Ceux qui m'ont déjà lu le savent déjà. Et je sais que quand j'ai présenté le livre, les gens l'ont lu. Et j'ose dire également, parce que chez nous, lorsque vous dites quelque chose, c'est très intéressant lorsque c'est dit par un Européen. Comme je suis africain, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je vais vous dire que mon livre a été préfacé par le père Léon de Saint-Moulin, qui l'a lu et relu, qui n'a pas eu à redire sur cet aspect des choses. Donc il a trouvé que c'était une réflexion cohérente. Et dans la préface, il a même ajouté « Merci de m'avoir associé à cette démarche ». Donc c'est une démarche cohérente, parce que les élections, c'est quelque chose qui nous coûte cher. Et qui nous coûte cher surtout, pas seulement en finance, mais également les dégâts humains, beaucoup de dégâts humains. Il y a une certaine frange de la population, avant de vous laisser poursuivre, nous allons suivre cette réaction de la population qui estime qu'en laissant ces mandats de 9 ans uniques, il y aurait un problème de redevabilité. Suivons cet élément et puis nous allons revenir juste après.
9 ans mbala sans renouveler mais ça musala bien te tant qu'on composé gouvernement na il faut yeba bato wana ata pe ne bazosala so basali bien te peut-être na mandat mususu wana aolinga a rectifier mais mbala moko 9 ans a bando changer ba ministre pas pamba bien qu'ils aient la temps moko ya mulai mais a travailler bien te bongi asala ata 2 mandats na mandat liboso ebineni ya ko bongisa banani ya ko na deuxième mandat eza nango pe bien pona kaka ko éviter pe le costo la biso ba africain ya ovana na pouvoir ata mulai à moins que feza na ba toko benga lokwa nezi ba protéger nini wana ba modifier ngote pour président so ko ya pa modifier ngo lisusu mais so eza 9 ans na biso ba africain na moni eza bien mais a aussi la difficulté à travailler parce que bateau équipe à liboso à travailler na bango aux na moins difficulté bon ayebi côté mana bango te tout le monde a même atteint mandat ya Félix ça bateau combien a changé déjà Bouchao aller à placer le blocage donc ils a bien mais en Afrique ils a pendant un risque. Bon, personnellement, je ne trouve pas ça intéressant parce que maintenir mandat chef de l'État, ils ont toujours à 5 ans renouvelable une fois. Parce que surtout 9 ans, en tout cas, et qu'on permette à tes populations et sanctionner ceux qui, chefs de l'État en exercice, à Sali Moussalani Bienté. Il faut quand même pas maintenir à 5 ans pour permettre à la population à sanctionner au cas où chef de l'État à Sali Moussalani Bienté. Voilà, professeur. On a tous suivi. Il y a la population qui soulève un problème de redevabilité. Pour un président de la République qui a 9 ans de mandat et qui sait qu'il ne sera pas renouvelé, est capable de tout faire. Bon, mais d'abord, je vais vous dire ceci. Ce que j'ai proposé ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de problème. Ça, nous devons le savoir. Nous devons toujours être vigilants lorsqu'il est question de pouvoir. Mais le deuxième élément de ma réponse, ce devoir de redevabilité se pose exactement dans les mêmes termes que lorsque un président vit son deuxième mandat. Lorsqu'il vit son deuxième mandat, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun horizon devant lui. Il n'y a plus d'horizon devant lui. Et donc, il peut aussi faire n'importe quoi. C'est la même chose. Moi, je pense que dans ce que j'ai proposé, il y a plusieurs éléments de contrôle. Le premier élément de contrôle extrêmement important, à mon avis, c'est d'abord l'importance même à accorder aux élections. Parce qu'on ne va plus être dans la situation d'une confusion où tout se passe en même temps. On a le temps de réfléchir sur chaque chose. Le second élément, c'est le Parlement. Le Parlement n'est pas censé être inféodé totalement au président de la République, puisque le Parlement a une autre périodicité sur le plan électoral. Donc, quand le président est en place, il y a un Parlement, ou quand il part, il y a un Parlement qui continue. Le parlementaire n'est pas obligé de recevoir une enveloppe absolument pour pouvoir dire et faire ce qu'il veut. Le troisième élément, c'est la justice, le système judiciaire. Il faut renforcer le système judiciaire. J'ai préconisé que le pouvoir judiciaire doit pouvoir bénéficier pleinement de ses capacités financières pour ne pas dépendre du salaire que le ministre des Finances peut leur couper les vivres parce qu'ils ne correspondent pas, ils ne répondent pas à cela. Donc voilà, il y a plusieurs éléments. J'ai insisté aussi par ailleurs
sur la fermeté qui ne peut venir que de l'importance qu'on doit accorder à la police, à la gendarmerie et à l'armée. Ce sont donc, je dirais, des outils de l'État. C'est étonnant de voir de nos jours un policier se donner en spectacle. Et nous nous amusons à voir ça. Mais le policier, c'est vraiment le symbole de l'État. Et c'est étonnant que nous jouons sur des images du genre où on voit un monsieur en train de rosser un policier. C'est vraiment... inacceptable. C'est inacceptable, je dirais, c'est scier la branche sur laquelle nous reposons. Isidore Ndayouel, professeur émérite à la prestigieuse université de Kinshasa, mais aussi figure du changement. On vous a vu militer pendant plusieurs années à la tête du CLC. Oui. Et vous étiez pratiquement le coordonnateur. Je le suis, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vécu en réclusion pendant plus de 13 mois, je me souviens à l'époque, et finalement Kabila est parti. Mais aujourd'hui, on vous accuse, vous, d'avoir vendu votre âme politique. Bon. Et surtout que vous êtes proche de la Senko, qui est une structure aussi qui milite actuellement, qui est connue, qui contre les élections qui se profilent à l'horizon. Mais pourquoi nous avons l'habitude toujours d'imaginer que dans ce qui est dit et fait, il doit y avoir des agendas cachés? Quand nous avons accepté, lors du CLC, de faire ce que nous avons fait, c'est nous-mêmes qui l'avons décidé. Quand, il y a 2 ans, en 2020, j'ai eu à faire une conférence pour expliquer ce qu'il y a sur les frontières avec le Rwanda, c'est moi qui ai décidé de le faire et je l'ai fait. Je n'ai pas eu besoin à ce que quelqu'un me pousse à le faire ou qu'on me donne des sous. Il n'y a rien. C'était par sursaut patriotique. Mais oui, aujourd'hui, j'ai fait ça. Mais personne ne me l'a poussé. Mais je reviens à votre question. Il n'y a absolument aucune confusion entre les deux démarches. La démarche que nous avons faite en 2018, nous étions dans la situation d'un chef de l'État qui a terminé ses 2 mandats, qui voulait avoir un 3e mandat. Et on voulait à ce moment-là faire une révision constitutionnelle pour rendre cela possible. Ça, nous avons estimé que c'est inacceptable. Pour le moment, je ne parle pas d'une révision constitutionnelle. Je parle du changement constitutionnel parce que dans ce que j'ai présenté, la chose la plus importante, sur laquelle on ne discute pas, je me demande bien pourquoi, c'est de dire que nous devons évoluer maintenant vers un régime fédéral. J'y arrive en tout cas. Bon, vous y arrivez. La question est intéressante. Bon, oui. Vous y arrivez. Très intéressante, oui. Deuxième chose, la chose importante, j'ai dit, imaginons qu'il y ait une capitale politique distincte de la capitale économique et qu'elle se situe au milieu du pays. Et sur ces 2 questions, il n'y a presque pas de réaction. Vous en avez, je vous en remercie. Mais on ne tombe que sur le fait des 9 ans. Eh bien, moi, je vous dis, laissons tomber provisoirement cette histoire électorale, puisque ça crée des problèmes. Effectivement, on peut dire 9 ans, on peut dire 7 ans. Pourquoi vous n'expliquez pas que ça viendra peut-être avec référendum après les élections de 2023, donc en 2028 par exemple? Mais je ne le dis pas parce que cela relève du bon sens. Parce que nous avons tous en commun, Congolais ou non Congolais, une chose, c'est-à-dire le bon sens. Comment quelqu'un peut-il imaginer qu'en 3 mois, on fasse une nouvelle constitution? Ça veut dire que celle-ci soit promulguée, alors qu'on sait qu'avant qu'elle ne soit promulguée, il faut qu'il y ait un référendum, que le oui l'emporte. Et avant le référendum, il faut qu'il y ait une loi référendaire. Avant la loi référendaire, il faut qu'il y ait
une instance habilitée. Donc c'est aberrant de croire que tout peut se passer en 2020. Mais moi, je pensais que cela allait de soi. Je n'ai vraiment pas imaginé que quelqu'un, et parmi ces quelqu'un-là, il y a même des juristes qui ont pensé que ce que je disais, c'est à réaliser d'ici 3 mois. C'est impossible. Et même le chef de l'État lui-même, il a déjà eu son quinquennat, il est en train de l'achever. Il est en train de se préparer pour avoir un second quinquennat. Comment il faut dire non, tout ça, il faut effacer, on recommence à zéro. J'ai proposé que pour les élections nationales, ne peuvent concourir que les partis qui sont implantés dans tout le territoire national. Mais nous en sommes à 900 partis politiques. Comment changer tout ça en 3 mois? J'ai aussi proposé qu'il n'y ait pas d'élection au niveau des provinces. Mais nous sommes en train de faire des élections au niveau des provinces. Comment est-ce qu'on a pu imaginer que tout cela va être changé en 3 mois? Je pense qu'on n'a pas pris connaissance de ce que je dis et peut-être fallait-il laisser le temps pour que les gens vraiment réfléchissent. Je vais emprunter vos mots. Vous parlez quelque part de la préservation de l'intégrité nationale. Mais en quoi est-ce que la constitution actuelle dérange l'intégrité du pays? Bon, la constitution actuelle dérange l'intégrité du pays dans le fait que le pays est à l'abandon. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Vous avez, tous les Congolais le savent. Déjà, nous avons du mal à gérer la ville de Kinshasa. Comment voulez-vous imaginer que nous suivons avec soin ce qui se passe à Oshoué, là-bas, n'est-ce pas, à Bafouassende, à Mahagi, n'est-ce pas, à Malembankulu. Donc, voilà. Ce n'est pas la faute du gouvernement ni du chef de l'État. Notre système est tel qu'ils sont submergés. C'est impossible. Et nous assistons à des situations où on peut rigoler, où on voit un ministre heureux d'amener à un chef-lieu de province une ambulance. Donc il vient offrir à la province une ambulance. C'est pour rigoler. Est-ce que la province ne peut pas s'acheter les ambulances, je ne dis pas une, dont elle a besoin, au pluriel? Alors, professeur, votre réponse me pousse à vous poser une question. Oui, posez-la. Exactement le 15 février 2020, oui, alors que vous portiez votre livre d'ouvrage, je dirais Le Congo dans l'ouragan de l'histoire. Merci, vous étiez là. Oui, j'étais là. Vous avez bien précisé que le Congo n'était pas encore un état de droit et que la lutte n'était pas encore finie. Et actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire du Congo? Pensez-vous qu'on est dans un état de droit? Ben, justement, je dis que nous faisons certes des efforts, mais nous devons reconnaître que ces efforts sont insuffisants. Absolument insuffisants. Nous n'en sommes pas encore vraiment à l'état de droit. Je ne voudrais pas évoquer l'actualité. Il y a tellement de problèmes. Je reviens simplement à la police. Comment voulez-vous que nos policiers ne disposent que des conteneurs qu'on appelle, je crois, souciates. Comme bureau. Comme bureau. De coin des rues. Coin des rues. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce que ça signifie? À partir du moment où les instruments de coercition de l'État ne fonctionnent pas, c'est difficile de faire autre chose, parce que je voudrais insister que très souvent nous disons ce qui ne va pas, c'est l'homme congolais.
l'homme congolais, il faut le former, il faut le conscientiser. Je suis d'accord, il faut continuer les efforts que nous faisons au niveau de l'éducation à la citoyenneté, à la morale, à l'éthique. Mais nous devons savoir que dans tous les pays, les gens consciencieux, c'est une minorité. C'est une minorité. Si ailleurs les choses marchent, c'est parce que les gens ont peur. Ils ont peur quoi? De la sanction. Si vous brûlez un feu rouge, eh bien, on va vous poursuivre. Mais si vous brûlez un feu rouge, il n'y a aucun problème. Mais la deuxième fois, vous roulez en sens inverse, il n'y a pas de problème. Le troisième, vous faites autre chose. Vous construisez votre maison sur la rue, n'est-ce pas? Vous jetez vos caillasses sur la rue, les gens ne passent plus. Ça n'offre aucun problème. Il n'y a personne qui viendra vous dire, monsieur, si vous l'avez fait, on enlève tout, on confisque vos caillasses, etc. Il n'y a pas ça. Et donc, l'État intervient, c'est vrai, de temps en temps, de manière brutale, peut-être trop brutale, et en d'autres temps, il n'y a rien. Donc, il faut arriver à un comportement de l'État qui ne se présente pas seulement sous des aspects policiers, mais sous des aspects de justice, de contrôle normal et de sanctions correctes, des sanctions limitées à la peine et pas en l'exagérant. Et c'est ça donc la grande question qui fait que nous n'arrivons pas encore à mettre en place, comme vous le dites, vraiment l'état de droit. Parce que l'état de droit est fondé sur la justice et sur l'égalité des chances. Tout le monde, le même traitement. Tout le monde a droit au même traitement. Ça ne doit pas rester un slogan. Absolument, ça ne doit pas rester un slogan. On va avancer. Tout à l'heure, là, vous avez parlé du fédéralisme. C'est ce qui me pousse à revenir sur les recommandations du CNS, oui, mais aussi du dialogue intercongolais. Oui. Exactement. Mais ça, on ne souhaitait pas concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule personne, avoir un régime présidentiel. Aujourd'hui, vous souhaitez qu'on puisse avoir un vice-président, par exemple. Vous revenez toujours sur le problème politique. Et puisque ça dérange. D'accord. Moi, j'ai proposé qu'il y ait un vice-président qui est élu, disons, en même temps que le chef de l'État. C'est le même ticket. C'est le candidat président qui se choisit un vice-président et qui se présente aux élections avec ce vice-président. Pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. La première et la plus basique, c'est que si le mandat est, comme je l'avais dit, de 9 ans, mais le président peut, après 2-3 ans, être malade ou mourir. Ou un coup d'État, par exemple. Peut-être. Bon. Mais il faut quelqu'un qui puisse assurer pendant quelque temps. Donc, il y a un compagnon. Le deuxième élément extrêmement important pour moi, c'est que l'espace présidentiel, dans ce cas-là, peut penser à une plus grande unité. En disant, par exemple, le président est un homme, il choisit comme ticket, élément du ticket, une femme, pour que nous soyons sûrs que le genre soit représenté. Ou encore, il provient, mettons, là, je vois la carte qui est devant moi, il vient de Sankuru, bien, il choisit son vice-président qui vient du nord au Bangui, de sorte que l'unité du pays transparaisse à ce niveau. Et j'ai évoqué ce problème, je dirais, de bien régionaliser l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. J'ai également proposé que lorsque le président et son premier ministre mettent en place un gouvernement, dans ce gouvernement, ils doivent faire en sorte qu'il y ait au moins qu'il y ait 5 représentants de chaque province, de chaque région. 5 personnes, parmi lesquelles au moins 2 femmes. Donc au moins qu'on ait l'assurance que toutes les régions sont bien représentées. Idem d'ailleurs pour la constitution du gouvernement régional. Il faut que tous
toutes les provinces de la région soient représentées dans ce gouvernement. Donc ce sont des indications qui nous poussent plus à l'unité pour qu'on ne dise pas « Ah oui, mais ces gouvernements, ils sont tous du Katanga » ou l'autre « Ah non, ils sont tous du Kasaï » et des choses comme ça. Alors, professeur, alors dans ces cas-là, quelles seront les attributions de ces vice-présidents? À part attendre que son titulaire ait un problème pour qu'il remplace. Il n'y aura pas chevauchement entre les vice-présidents et les gouverneurs. Laissez-moi vous rappeler qu'il existe beaucoup de vice-présidents en Afrique. Hein. Vous savez qu'au Burundi, par exemple, il y en a même 2 au Burundi. Et qui passent inaperçus. Ah, voilà. Au Nigeria, Jonathan Goodluck, qui a été chef de l'État, avait d'abord été vice-président. Il était vice-président avec le président précédent. Le principe de vice-président, ce n'est pas une innovation inédite. Et tous ces pays-là, laissez-moi vous le dire, ce sont des petits pays. C'est des petits pays par rapport à un pays comme le Congo, avec des difficultés de transport. Et je dirais sur le plan logistique, depuis l'indépendance, toute notre logistique est problématique. Il faut d'abord reconstruire, refaire en sorte que toutes nos infrastructures soient en place. Ce n'est pas exagéré d'estimer qu'au départ, le président ait au moins un compagnon avec qui il discute de ce qu'il doit faire, etc., qui l'aide dans les tâches. J'oserais aussi dire que nous perdons aussi beaucoup de temps dans les rôles de représentation. Il faut inaugurer ceci, il faut aller là-bas, il y a telle conférence et tout ça. Eh bien, le chef de l'État peut de temps en temps se concentrer sur son travail et dire voilà, j'envoie le vice-président, parce qu'un vice-président, c'est bien au-delà d'un premier ministre. J'envoie le vice-président à telle réunion. J'envoie le vice-président inaugurer telle histoire, etc. Donc c'est pour que on ne perde pas tout notre temps à des rôles de représentation comme ça se passe. Finalement, on se rend compte que la nouvelle constitution que vous proposez fait la promotion également de la gente féminine. C'est pratiquement ça. Mais la question, c'est pourquoi pas chercher à extirper ce qui ne marche pas dans cette constitution que nous avons, qui est de chercher à chambouler le tout, à changer l'ensemble de tout ce qu'on a déjà depuis plusieurs années. Bon. Je vous réponds en disant d'abord, je ne décide de rien. C'est des idées. Ça sera soumis au référendum, bien sûr. Non, avant ça, il faut retravailler, il faut discuter. C'est pour ça qu'il a fallu le lancer maintenant pour que nous ayons le temps de discuter. Nous allons peut-être discuter jusqu'au mois de mars, etc., avril, avant que ça ne prenne forme. Mais le deuxième élément, comment voulez-vous réformer la Constitution actuelle en introduisant la fédération? C'est le fait de passer au régime fédéral. À mon avis, je ne suis pas juriste. Si les juristes trouvent qu'il y a moyen de transformer l'existant en fédération, c'est possible. Mais il me semble que passant au régime fédéral, avec l'existence pour chaque région d'une loi fondamentale régionale, c'est un changement qui en appelle à autre chose que le replâtrage de ce qui existe. Comme on a pu le faire en disant non, maintenant là, l'élection présidentielle, ce sera à un seul tour, etc. Des petites choses comme ça. Des toutes petites choses. Au demeurant, toutes ces constitutions, on ne consulte, on ne lit que ce qui concerne la partie politique. Tout le reste, personne n'en parle. On ne parle jamais des droits qui sont inscrits dans la Constitution. Et nous perdons tout notre temps sur ce chapitre qui concerne
qui concerne le politique. Et je pense qu'il faudrait que nous ramenions la pratique politique à ses plus justes proportions. Nous sommes dans une situation où la pratique politique, l'atmosphère politique a dépassé. Et donc, on n'a vraiment pas le temps de penser à autre chose. Tout ce qui se fait, c'est en fonction de cela. Et je crois que là, c'est excessif. On ne peut pas supprimer le politique. Mais je dis, il faut ramener ça à des plus justes proportions. Vous allez m'excuser, puisque la question elle est tellement brûlante que je vais y revenir une fois de plus. Oui, je vous en prie. Alors, puisque vous parlez de fédérer, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, fédérer quelques provinces de la RDC va ouvrir la porte à la balkanisation? Mais absolument pas. Absolument pas. Je vais vous dire une chose. Les Congolais, depuis Léopold II, Léopold II déjà a insisté beaucoup sur l'unité. La gestion coloniale a beaucoup insisté sur l'unité, pour d'autres raisons que les nôtres. La Belgique a beaucoup insisté sur l'unité par peur de perdre une partie de leur colonie. Depuis lors, nous avons tous, avec raison, intériorisé l'enseignement de Lumumba sur l'unité, l'enseignement de Mobutu sur l'unité, l'enseignement de Laurent-Désiré Kabila. C'est tellement remarquable que nous pouvons maintenant passer à une autre étape. Parce que si nous continuons comme ça, en disant unité, unité, sans gérer le pays, nous allons vivre, je le crains, ce que j'appelle l'implosion. Ce qui veut dire que c'est déjà, d'ailleurs, on en voit les signes avant-coureurs. Lorsqu'on est au Katanga, on dépend de la farine qui vient de la Zambie. Exactement. Bon. Lorsqu'on est en Ituri, on dépend... Tanganyika, c'est pratiquement la Tanzanie. Voilà. Lorsqu'on est ici, là, à Kinshasa, mais surtout au sud Kasaï et au sud Bandundu, on dépend de l'Angola. Si vous allez à Mariano, tous nos produits proviennent de l'Angola ou de Brazzaville. Et si vous allez au nord, là-bas, au nord, au Bangui, on est presque déjà dans la zone CFA. Donc, chaque région dépend de l'extérieur. Il n'y a rien qui nous unit sur le plan économique, puisque finalement, le marché intérieur ne fonctionnant pas, il y a de temps en temps quelques avions qui nous amènent des vivres qui viennent de Goma, mais c'est des initiatives privées. Donc, le marché, comme Congo, comme marché intérieur, on n'y pense pas, on n'y travaille pas. Et comme en plus nous avons des problèmes des routes, n'est-ce pas, dont on pense de temps en temps lors des campagnes électorales, les routes n'existant pas. Donc nous sommes de plus en plus dépendants, tout en chantant toujours notre debout congolais, mais nous dépendons de plus en plus de l'extérieur. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque nous sommes dans la fédération, au moins chaque région peut penser au développement local. D'ailleurs, nous ne parlons de province que lorsqu'il s'agit de la politique. Mais lorsqu'on parle du développement, vous entendrez que le Grand Kasaï s'est réuni, le Grand Kivu s'est réuni, le Grand Katanga pour le développement. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Grand Katanga, le Grand Kivu? Mais c'est simplement ce que je propose là. C'est ça, le Grand Kivu, le Grand Katanga. C'est ça. Donc, le fait d'insister pour que le développement soit réellement organisé à ce niveau. Et je pense que les gens vont s'en sortir. Et donc, si le Congo ne se balkanise pas, c'est plutôt la culture stratégique et non ces genres de propositions. Ben oui, je crois que c'est une vue de l'esprit, de penser que quand on regroupe ça, c'est la balkanisation. Non, c'est juste le contraire. Ce n'est pas ça la balkanisation. La balkanisation, c'est de laisser les choses et de croire que Kinshasa sera capable de s'occuper de tout. De plus en plus, Kinshasa n'est pas capable et des régions entières sont en train de nous d'échapper à Kinshasa.
Professeur, nous tendons lentement vers la fin de l'émission, mais nous avons toujours cru en RDC que c'était un problème des hommes et qu'il y avait les instruments nécessaires juridiques, les instruments pour gérer, mais plutôt on avait un problème d'hommes, des personnes qu'il fallait à la place qu'il faut. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand vous nous proposez une loi fondamentale nouvelle, on pense plutôt que ce n'est pas un problème d'hommes, c'est plutôt les textes qui ne sont pas bien ficelés. Non, n'écartez pas le problème d'hommes. Le problème d'hommes est réel. Mais je pense qu'il faut d'abord améliorer notre outil constitutionnel. Okay. Parce que notre outil constitutionnel nous donne aussi la possibilité de travailler sur l'homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si la police ne fait pas son travail, si la gendarmerie n'existe pas, il n'y a même pas de corps de sapeurs-pompiers, n'est-ce pas? Si l'armée ne joue pas son rôle, donc voilà. Parce que là, nous avons les éléments de la fermeté qui nous permet de contraindre l'homme à rester droit. Mais en plus de ça, bien sûr, il vaut mieux de loin que les gens agissent par la conscience plutôt que par la simple contrainte. Professeur, y a-t-il une question que vous aurez bien voulu qu'on vous le pose? Non, tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite d'un grand souhait, qu'on accorde un peu d'attention à ce que je propose. Je ne le fais pour rien d'autre que ce que je viens d'évoquer. La nécessité de faire en sorte que notre pays aille mieux. Nous pouvons expliquer plusieurs fois la chose, si c'est nécessaire, mais je pense que le plus important, c'est de savoir que nous ne pouvons pas nous complaire simplement dans la critique, dans la dénonciation, dans la condamnation. Il y a un au-delà de la condamnation, il y a un au-delà de la critique. Et l'au-delà de la critique et de la condamnation, c'est de proposer, d'être une force de proposition. Et je pense que j'ai voulu être une force de proposition au nom de la population. Professeur, nous vous disons merci en dépit de vos multiples obligations. Vous avez bien voulu les abandonner pour répondre à notre invitation. Et c'est tout le plaisir pour nous. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'expliquer ce problème qui me tient à cœur. Chers téléspectateurs, amis internautes de BM TV, nous disons merci d'avoir une fois de plus consacré votre temps à cette émission pleine d'œil politique. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.